Chers étudiants, donc bienvenue à la suite de votre cours de compétences en communication. Dans cette séance, nous allons parler ensemble de la communication en entreprise. Donc, nous allons passer au domaine professionnel pour comprendre qu'est-ce que c'est que donc la communication en entreprise, qu'est-ce que c'est que la communication interne et la communication externe. Alors, la communication en entreprise, c'est l'ensemble d'actions de communication qui sont engagées par l'entreprise pour deux objectifs. Le premier, c'est le fait de faire connaître ses produits, services, valeurs et son savoir-faire qui s'adresse au public externe de l'entreprise, ça veut dire toutes les parties prenantes. Et aussi, cette communication de l'entreprise, elle s'intéresse et elle a pour objectif de susciter l'adhésion à un projet. Donc, ce genre de communication, il va s'adresser à, euh, au public, donc ici interne, à l'entreprise. La communication en entreprise, on peut la définir donc comme un moteur d'échange d'informations entre les employés, d'accord? Et ça, il y a un point qui est très important. L'information, c'est l'élément capital et c'est un élément stratégique, compétitif pour l'entreprise. C'est pour cela que vous, en tant que manager, en tant que cadre ou en tant que leader, vous devez donner l'importance à cette information, d'accord? Et vous devez savoir comment vous allez communiquer cette information. Donc, la communication de l'information, elle se fait sans la distinction de position pour une meilleure intégration. Donc, on vise ici, à travers cette communication en entreprise, à intégrer plus les ressources humaines à euh, la vie de l'entreprise. Et donc complémentarité des actions concourant à l'atteinte des objectifs. Donc ici, cette communication, c'est l'élément qui va relier, qui va nous permettre, d'accord, de relier toutes les actions, toutes les activités, toutes les tâches, d'accord, afin que nous puissions atteindre nos objectifs. Alors, il y a ici deux possibilités. Soit que cette communication en entreprise, elle est bien faite. Nous sommes dans le cas où cette communication, elle va être une source de motivation et c'est un outil qui va renforcer ici la performance, que ce soit la performance ici du personnel ou la performance globale de l'entreprise. Deuxième cas, cette communication, elle est mal entretenue et elle est aussi mal gérée. Donc ici, elle sera une source de crise. Elle peut ralentir ici le développement de l'entreprise. Si on ne sait pas comment gérer cette communication, que ce soit en interne ou en externe, ici, j'aurai des conflits, j'aurai des crises, j'aurai donc des malentendus que ce soit à l'interne ou même lorsque je suis en train de communiquer à l'externe avec les clients, les fournisseurs, les différentes parties prenantes de l'entreprise. Donc ici, il faut faire très attention à la communication de l'entreprise. D'accord? Gardez toujours en tête que la communication n'est pas le fait uniquement de parler, de dire un message de façon verbale. Ici, on est dans un milieu qui est professionnel maintenant. Donc, il y a un cadre à respecter, il y a un contexte bien déterminé et la relation ici, elle est soit entre des collaborateurs, donc entre personnel, ou elle est entre le personnel et les différentes parties prenantes de cette entreprise. Donc ici,
Gardez toujours ce que, euh, ce que nous avons déjà vu dès la première séance. D'accord? On continue. Les moyens donc de communication en entreprise, on trouve les moyens formels ou les moyens qui sont écrits, à savoir ici la note où on trouve la culture de l'entreprise, le règlement intérieur de cette entreprise, le statut donc du personnel, les procédures de ressources humaines, les supports de formation, les décisions, etc. Et on trouve aussi des moyens de communication verbaux, donc à savoir les réunions intra-services ou interservices, les interviews et tout ce qui se rapporte donc aux appels téléphoniques. Commençons tout d'abord par la communication interne. Alors, cette communication interne, à travers donc les années, elle a connu une évolution. Donc, de l'année donc 1840 à l'année donc 1970, on parlait uniquement au sein de l'entreprise, on parlait de la publication. Donc, on aura donc un type de management qui se base sur tout ce qui est commande et contrôle. D'accord? On est en train ici de publier les normes que nous devons respecter, les nouvelles règlements, etc. Passons en 1980 ou 1990. Donc, on parle de tout ce qui est processus et persuasion. Donc, cette communication interne ici, elle est centrée ici sur la persuasion. Nous devons persuader donc notre personnel à faire ceci ou faire cela. Donc, c'est dans cette époque-là, donc, on a vécu les transformations industrielles. Dès l'année 2000, donc jusqu'à 2020, d'accord, on parle d'une communication interne qui s'intéresse à la participation et le professionnalisme. Donc, ici, on a commencé à donner aux employés la possibilité de communiquer, la possibilité de participer à la prise de décision, la possibilité de négocier, la possibilité d'argumenter et la possibilité de participer à euh, tout ce qui est donc ici euh, nouveau projet dans l'entreprise. Donc, ici, il y a eu une naissance de la stratégie de communication et donc qui est accompagnée par le leadership. Alors, c'est quoi maintenant la communication interne? Alors, selon donc Fabi Bruno, elle contribue, cette communication interne, elle contribue à accroître la productivité et l'efficacité de l'ensemble que ce soit donc ici du personnel ou de la structure, d'accord? Quel que soit le domaine auquel on la rattache. Elle ne peut que s'en échapper à un moment donné pour davantage d'efficacité. Donc ici, l'idée claire, l'idée donc importante ici, c'est que cette communication interne, elle intervient dans l'augmentation et l'amélioration de la productivité et de l'efficacité de, que ce soit ici du personnel ou de la structure de l'organisation. Regardez ici l'importance de l'outil de communication au sein de l'entreprise. Rappelez-vous toujours, on ne peut pas ne pas communiquer. Au sein de l'entreprise, on a besoin d'échanger des informations, que ce soit des informations qui concernent un seul service ou entre services. Donc, il y a l'information ici au sein de l'entreprise, elle est en train de circuler. Donc, on a besoin d'avoir une communication interne qui va ici nous aider à avoir une efficacité informationnelle.
D'accord? Selon Philippe Détry, en 2001, donc la communication interne est un ensemble de principes d'action et de pratiques visant à donner un sens pour favoriser l'appropriation, à donner de l'âme pour favoriser la cohésion et à inciter chacun à mieux communiquer pour favoriser le travail en commun. Donc, cette communication interne, elle va m'aider en tant que manager, en tant que leader, à augmenter la cohésion. Et en entreprise, on a besoin de cette cohésion. Parce que sans cette cohésion, sans ce consensus, sans le fait que nous serons tous conscients de l'importance, nous sommes en train de collaborer ensemble, de coordonner ensemble au sein de l'entreprise. Donc, nous sommes des membres qui appartiennent au même corps. C'est ça la cohésion, c'est ça une entreprise. Donc, cette communication interne, elle va favoriser la cohésion. Il y a un échange d'informations, il y a circulation, il y a le partage, il y a la compréhension et elle aide aussi à inciter même les gens qui ne sont pas habitués ou qui sont nouvellement recrutés. Elle va les inciter à communiquer dans le but ici d'avoir un climat de travail favorable en commun. L'entreprise est un lieu où nous avons une hétérogénéité d'individus qui sont rassemblés autour d'un objectif global et qui vont travailler, qui vont fournir de l'énergie, qui vont communiquer ensemble dans le but d'atteindre cet objectif. Autre façon pour définir cette communication interne plus simplement, donc elle va nous permettre de favoriser un climat social interne qui est stable et favorable au travail. Donc, on connaît tous que lorsque l'environnement de travail, on peut communiquer et on peut se faire comprendre et on est compris, d'accord? Et on comprend aussi les autres. Parce que cette communication, il y a toujours un flux de compréhension entre l'émetteur et le récepteur. Il faut que euh, cet environnement de travail, il est caractérisé par une compréhension mutuelle. Il y a un échange mutuel. D'accord? Elle permet donc de créer un esprit d'entreprise. La communication ici interne, elle va me permettre de créer un esprit d'entreprise et de motiver les salariés. Motiver les salariés parce que le salarié, il a toutes les informations essentielles pour faire son travail. Il comprend ici l'objectif de ce projet. Il a une idée claire où nous voulons arriver donc pour euh, à travers donc tout ce travail-là ou à travers la réalisation, par exemple, d'un processus de changement, d'accord? Donc, cette communication interne, en d'autres termes, si nous voulons parler de nos ressources humaines, cette communication, elle va nous permettre, en tant qu'entreprise, de donner de la valeur à cet employé. Ça, c'est important, parce qu'ici, l'employé, il va se sentir écouté, il est reconnu ici aussi pour ses compétences au sein de cette entreprise. Une chose que
Certaines entreprises, ils vont l'omettre ou la négliger. C'est que plus vous allez favoriser et plus vous allez garantir ici une communication interne qui est efficace, qui est saine, donc euh, qui est favorable au développement, que ce soit de votre personnel ou de l'entreprise, c'est que ici, l'élément clé, c'est votre personnel. Votre personnel, il va devenir le garant et l'ambassadeur de la bonne image de l'entreprise à l'extérieur. Donc ici, si j'ai une communication interne donc qui est efficace, mon propre personnel, mes employés, d'accord, ils vont montrer et ils vont participer et ils vont, euh, si je peux utiliser le mot, parler de l'entreprise d'une façon qui est positive. Et ça, c'est clé. Ça, c'est un élément qui est clé de la communication interne. D'accord? Parmi les objectifs de la communication interne, donc, on cite, premièrement, créer, maintenir et renforcer donc ici une cohésion de groupe. La cohésion, elle est essentielle, d'accord? Deuxièmement, sensibiliser ici les salariés donc sur la vie de l'entreprise. Ici, ça veut dire que l'entreprise, l'employé, pardon, euh, il va se sentir plus intégré. Il est informé, d'accord, de tout ce qui se passe dans l'entreprise. Troisième objectif, c'est faire adhérer les salariés aux politiques de l'entreprise. Faire adhérer, ça veut dire que déjà mon employé, il connaît où nous voulons arriver à travers ce projet et il comprend et il est motivé et il va participer avec nous, d'accord, pour que nous puissions tous, grâce, grâce à notre cohésion, grâce à notre collaboration, grâce à notre coordination, grâce à tous nos efforts, à arriver à atteindre l'objectif fixé. Principalement, nous pouvons classer les objectifs de la communication interne en quatre. Le premier objectif, c'est le fait de faire connaître. Ça veut dire ici, nous allons diffuser l'information au sein de notre entreprise. Elle peut être ici une information qui est descendante, c'est le fait de faire comprendre et mobiliser les salariés sur les croyances de l'entreprise, les valeurs de l'entreprise. Donc ici, c'est comme si nous allons faire une publicité interne pour que tous mes employés, ils auront l'information et ils vont connaître que nous avons tel ou tel objectif. Donc ici, c'est une information descendante. Ça veut dire c'est une information qui va descendre de, euh, du plus haut niveau hiérarchique, d'accord, jusqu'à le plus bas niveau hiérarchique. Le deuxième objectif de la communication interne, c'est le fait de faire adhérer et accepter. Parce qu'on ne peut pas réaliser les objectifs que nous avons fixés sans que nous ayons ce consensus, sans que nous ayons donc ce rassemblement, cette adhésion et cette acceptation pour de la part donc ici de nos personnels. D'accord? Donc ici, dans cet objectif, nous allons convaincre, ça veut dire ici, nous allons
écouter les arguments d'autrui et répondre au travers d'un échange. Donc ici, on a besoin d'argumenter cette décision, cette information, ce projet, cet objectif que nous voulons atteindre. Le dialogue ici, il vise l'adhésion des salariés et les oriente où. Ici, j'ai besoin de cette adhésion pour que je puisse orienter mon personnel vers l'action, parce que c'est uniquement l'action qui va changer et qui va me permettre, d'accord, de réaliser mes résultats. Le troisième objectif, c'est de faire agir, ça veut dire le passage à l'action. Le salarié ici, qu'est-ce qu'il a? Donc, il a maintenant toutes les informations nécessaires pour qu'il puisse, donc ici, effectuer son travail et se comporter, donc, et apporter des comportements qui vont l'aider à passer à l'action, à réaliser son travail, parce que déjà, il comprend et il a toutes les informations et il est adhéré. Parce qu'une personne qui ne comprend pas, qui n'a pas l'information, d'accord? Premièrement, une personne qui n'a pas l'information nécessaire, une personne qui ne comprend pas, qui n'est pas convaincue, sans ces deux-là, on ne peut pas passer à l'action. On ne peut pas demander à nos salariés de nous faire et de réaliser son travail. Donc ici, le salarié qui reconnaît son travail et ayant conscience de cette perception, que cette perception, donc, elle est partagée par la direction de l'entreprise, il peut se surpasser. Donc maintenant, lorsqu'il a compris la nécessité et il connaît exactement qu'est-ce qu'il doit faire, d'accord, et comment il doit le faire, il va réaliser et il va se surpasser. Donc ici, il va, euh, comment dirais-je, il va être créatif, il va essayer d'innover, d'accord? Ça, ce sont les trois objectifs de la communication interne. Cette communication interne en distingue trois types. La communication descendante, la communication ascendante et la communication latérale. Ici, en d'autres termes, lorsque on va parler de ces trois types de communication interne, c'est que nous allons répondre à la question suivante: qui dit quoi, à qui, par quel canal et avec quel effet. Commençons tout d'abord par la communication interne descendante. Regardez très bien. Donc ici, j'ai trois niveaux hiérarchiques. Donc ici, l'information, elle va passer du plus haut niveau hiérarchique jusqu'à le troisième niveau hiérarchique. Donc ici, l'émetteur de l'information, c'est le supérieur hiérarchique et le destinataire, c'est le subordonné. Donc, elle répond à la fonction de la diffusion des informations réglementaires. Toujours, lorsque nous sommes en train de travailler au sein d'une entreprise, lorsqu'il y a un nouveau règlement, un nouveau code que nous devons respecter, une nouvelle politique que nous devons donc respecter, donc il y a une diffusion, il y a une communication interne descendante. Donc ici, elle permet de mieux faire connaître l'environnement de l'entreprise et l'entreprise elle-même par le journal de l'entreprise ou par des documents qui sont spécifiques. L'objectif de cette communication interne descendante, c'est informer, expliquer, convaincre et faire adhérer. C'est un instrument d'information au service des salariés afin de leur donner le sentiment réel
qu'ils sont pris en considération. Exemple de documents, on trouve par exemple les règlements intérieurs, les mesures de sécurité et les notes de service. Remarquez ici, il faut faire très attention, une communication interne qui serait uniquement descendante, sans laisser aux salariés la possibilité de s'exprimer, serait incohérente. Donc, ici, la communication interne descendante, elle va briser la cohérence que nous sommes en train de chercher à travers le processus de communication au sein de notre entreprise. Donc ici, pour quelle raison? Parce que déjà, on a besoin de recueillir des informations à, au plus bas, donc niveau hiérarchique, à tous les niveaux, réellement à tous les niveaux hiérarchiques de l'entreprise. Parce qu'ici, cette remontée, on va comprendre tout à l'heure que cette remontée d'informations, elle va me permettre réellement d'éviter des conflits et des situations de crise. Conclusion, la communication interne uniquement descendante n'est pas suffisante. La communication interne maintenant ascendante. Maintenant, l'émetteur de l'information, c'est qui? C'est le salarié. Ce type de communication, il permet la remontée des attentes et des besoins d'information des salariés. Ici, on va donner la possibilité à notre salarié de demander de l'information et de, de partager quelles sont ici ses attentes. Ici, cette communication ascendante, elle peut être provoquée ou spontanée. Provoquée donc ici par un événement, comme elle peut aussi être spontanée. Les objectifs, c'est le fait d'enquêter, détecter et stimuler. Ici, on l'appelle feedback quand elle est donc une réaction simple à une situation nouvelle ou à une prise de décision. La prise de décision, donc, c'est une communication qui est descendante et on va l'appeler donc cette communication ici interne ascendante dans ce cas, c'est elle qui est en train de fournir le feedback de nos salariés sur cette prise de décision. Ici, c'est important de donner la possibilité donc à nos employés de donner leur feedback parce qu'en réalité, ce sont eux qui sont en train de travailler. Ce sont eux qui gèrent le processus de fabrication. Elles peuvent aussi, cette communication ascendante, elles peuvent se manifester sous forme de revendication, de gré. D'accord? Donc ici, l'exemple de document de communication interne ascendante, on trouve les réunions de service, les sondages, les enquêtes. On peut poser, donc on peut créer une enquête et on va la partager au personnel et ce personnel, donc, il va répondre à cette enquête et nous fournir des réponses. Ou aussi, dans plusieurs entreprises, et ça, je peux donc le constater dans plusieurs entreprises récemment créées, c'est que elles sont en train de mettre à la disposition de tous ces salariés une boîte à idées. Cette boîte à idées, l'employé, s'il a une idée, donc pour l'amélioration du travail, donc qu'est-ce qu'il va faire?
il va l'écrire sur papier, donc de façon anonyme, d'accord? Et euh, il va donc la mettre dans cette boîte à idées. Et ça, ça peut aider l'entreprise à améliorer tout l'environnement de travail, donc de, euh, de son personnel. Remarque ici, lorsqu'on parle ici de cette communication interne ascendante, il y a plusieurs acteurs. On trouve donc ici les émetteurs tout d'abord. Les émetteurs, ce sont les ouvriers, les techniciens, les agents, les secrétaires et les cadres. Les points relais, donc ici, on va trouver tout ce qui se rapporte aux délégués du personnel, les membres de comité de l'entreprise et les cadres, disons, qui sont responsables de l'information. D'accord? Et les récepteurs sont que les managers, les directeurs généraux et les chefs de service et les chefs de département. D'accord? Arrivons maintenant à la communication interne transversale. Ici, c'est la communication qui va permettre l'échange d'informations entre les acteurs d'un même niveau hiérarchique. Elle peut faire appel à des outils employés dans les autres types de communication selon les objectifs qu'on leur attribue, la forme qu'on leur donne et l'exploitation qu'on fait. Elle découle donc de manière logique des deux autres. En ce sens, elle se complète, elle les complète. Donc ici, la communication interne, c'est une communication qui doit être cohérente dans la mesure où on trouve l'information, elle circule dans tous les sens. Une communication descendante, une communication ascendante et une communication transversale. Donc, ces trois types de communication, elles se complètent. C'est souvent lors des réunions ou des rencontres informelles, d'accord, entre ces niveaux hiérarchiques, que nous aurons la naissance la naissance ici des échanges qui sont plus riches. Plus riches pourquoi? Parce que c'est déjà, on est entre services, il y a un échange, il y a une collaboration, il y a une sorte de fusion de connaissances. Et ce fusion et cet échange et cette communication transversale, c'est elle qui va faire jaillir et naître de nouvelles idées. Elle offre aux employés la possibilité de dialoguer, soit avec l'émetteur de l'outil, soit avec les membres des autres services. Donc ici, cette communication interne, elle va euh, nous aider à avoir quoi? À avoir une communication dans tous les sens. Donc ici, l'information, elle est en train de circuler. Tout le monde, il connaît les informations. Il dispose des informations essentielles pour qu'il puisse faire son travail, pour qu'il puisse passer à l'action, pour qu'il puisse participer à l'atteinte de l'objectif. Parmi les moyens de communication interne, on cite donc les notes de service, qui va rappeler les règles de sécurité, par exemple, une chose qui est très importante de nos jours, la bonne conduite, les instructions, etc. On trouve aussi le bulletin et le journal, donc ici de l'entreprise, qui rappellent ici l'appartenance des salariés au groupe ou à la société ou à l'entreprise. Donc ici, c'est un moyen de rappeler l'appartenance. Et ça, c'est très important. C'est un moyen de garantir toujours cette cohésion, cette appartenance, cette intégration. Euh, c'est, c'est, c'est un moyen de garder cet esprit d'entreprise. Le troisième type de communication interne, ce sont les réunions. Donc, c'est le rassemblement ici pour trouver
les solutions, que ce sont des problèmes, les solutions pour des problèmes qui sont techniques, commerciaux ou organisationnels. Donc ici, ces réunions, euh, c'est un moyen qui est important, qui est primordial, qui est essentiel, à travers lequel on aura donc cet échange, ce brainstorming, d'accord, pour trouver la solution la plus adéquate, parce qu'ici, presque toutes les fonctions de l'entreprise, elles sont présentes. Donc, on est presque sûr que la solution que nous allons trouver, elle est faisable et elle est réalisable. Alors, pour une bonne communication interne, elle va nous permettre tout d'abord d'établir et entretenir des relations avec les collaborateurs. Ça, c'est essentiel. On ne peut pas travailler seul dans notre bureau. Nous devons et nous avons besoin réellement de cette communication interne. Nous avons besoin d'échanger avec notre collègue, avec notre collaborateur, avec nos supérieurs hiérarchiques. On a besoin de ça. Deuxièmement, elle permet de partager et communiquer les informations, les stratégies et les objectifs. Donc ici, on va travailler et on va maximiser la transparence au sein de notre entreprise. Autre chose, cette bonne communication interne, elle nous permet de motiver, de fédérer le personnel autour des projets d'entreprise, d'accord? Et ici, plus notamment, euh, lorsque nous allons apporter du changement, lorsque nous avons un projet de changement, cette communication interne, elle va nous aider à motiver, à rassembler, à faire adhérer tout le monde tout autour donc de tout type de projet de l'entreprise. Ensuite, cette communication interne, elle nous permet aussi de valoriser les réussites. Notre personnel, ici, il a besoin de connaître les résultats de son travail, de sa participation à la réalisation du projet. On a besoin de donner de la valeur à chaque employé, d'accord? À chaque participation, à chaque travail réalisé. On a besoin de ça. Ensuite, cette bonne communication interne, elle va entretenir la culture de l'entreprise. La culture de l'entreprise, donc c'est c'est essentiel, c'est vraiment très important. Et c'est à travers une bonne communication interne que nous pouvons améliorer, que nous pouvons ici façonner cette culture d'entreprise, que nous pouvons prendre soin de la culture de l'entreprise. Au sein donc de cette communication interne, on va ici voir l'exemple de la rédaction de l'email professionnel. Comment nous allons échanger ces informations? Donc ici, on va parler de la communication écrite maintenant. Donc, la diffusion d'un email professionnel, c'est une communication écrite. Elle peut être au niveau interne ou au niveau externe et elle est caractérisée par trois choses. Premièrement, la simplicité, la rapidité et l'efficacité. Une chose ici qui est importante, lorsque vous allez écrire des emails professionnels, ça veut dire que vous êtes en train de donner de l'image de vous et de votre entreprise. Il faut respecter ici certaines règles lors de la rédaction de l'email professionnel. Alors, quelles sont les parties constitutives de l'email professionnel? Premièrement, on trouve la ligne d'objet dans laquelle nous allons mentionner la raison pour laquelle vous êtes en train d'envoyer cet email. Et l'objectif ici de cet objet, c'est le fait d'attirer l'attention
et d'inciter ici le destinataire à ouvrir votre mail. Chose que nous sommes aujourd'hui en train de constater dans nos entreprises. Et la chose qui pose plusieurs problèmes. Lorsqu'un employé ou un manager, il oublie de remplir la ligne d'objet, il peut causer plusieurs problèmes. Parce que moi, si je reçois un email en tant que manager, en tant que cadre, en tant que leader, si je reçois un email sans objet, je ne vais pas l'ouvrir parce que ça peut être une perte de temps. Je ne vais pas, on ne va pas attirer mon attention pour ouvrir cet email. Chose qui est ici très importante, que vous devez ici apprendre dès maintenant lors de vos rédactions de vos emails, c'est que le maximum de mots on peut mettre dans cette ligne d'objet, c'est 6 mots. 6 mots uniquement. On ne va pas mettre toute une paragraphe dans cette ligne d'objet. Il faut ici choisir. Et ici, vous allez faire appel à votre intelligence pour choisir les mots qui vont attirer l'attention de votre destinataire et qui vont l'amener à ouvrir et lire votre email. Ça, c'est très important. Deuxième partie, c'est la partie où on va formuler, on va donc écrire la formule d'appel. Les premiers mots de votre email, ils servent ici à saluer votre destinataire. On ne peut pas entrer comme ça directement dans le corps du sujet, mais nous devons donc, par les formes de politesse, nous devons ici écrire et saluer ici notre destinataire. Sa formule ici, elle dépend des relations que vous entretenez avec ce dernier. Donc, regardez tous, donc faites toujours référence à ce que au triangle que nous avons donc ici euh, vu ensemble lors du cours donc, de communication, le premier cours, à savoir toujours le contexte, la relation et le message à transmettre. Ici, on est en train de cette formule d'appel et grâce à cette formule d'appel, on peut comprendre quelle est la relation que vous êtes en train d'entretenir avec la personne. Et lorsque nous allons écrire cette formule d'appel, nous devons commencer par une majuscule, bien évidemment, et nous allons terminer par une virgule suivie d'une ligne vide. Donc, vous avez ici un tableau. Donc, bonjour Léon. Donc, ici, si vous êtes en train de vous adresser donc ici à un collègue de même niveau hiérarchique que vous, bonjour, par exemple, Monsieur Boaché, si vous communiquez avec un client, un fournisseur, un prestataire externe, donc à l'entreprise. Vous allez mentionner Madame, Monsieur, si vous ne connaissez pas le nom de votre destinataire. Monsieur le directeur, si vous vous adressez à votre supérieur hiérarchique. Vous voyez toujours, donc ici, toujours on a le majuscule, d'accord? Et la différence, donc, selon la relation que nous sommes en train d'entretenir avec le destinataire de cet email professionnel.
Troisième partie, c'est la partie où nous allons commencer à structurer et à écrire notre corps du message. Le corps, déjà, il est fragmenté en quatre petites parties. La première partie, c'est la partie de la présentation, dans laquelle vous allez commencer donc par vous présenter. Donc, si c'est la première fois que vous contactez cette personne. Si vous connaissez déjà votre interlocuteur, cette étape, elle n'est pas nécessaire. Deuxième partie, c'est l'objectif de l'email, énoncer ensuite clairement au destinataire le motif de votre message. Objectif, le motif, pourquoi. Clairement. Le message, le contenu de l'email, il dépend ici des informations que vous souhaitez transmettre à votre destinataire. Quelles sont les informations ici que vous voulez transmettre? Ici, dans l'objectif, c'est que nous sommes très précis, nous sommes réduits, d'accord? Mais dans le message maintenant, je vais donner les informations que je veux transmettre à propos donc de cet objectif. La phrase de clôture, terminez ici le corps de votre email par une déclaration résumant votre message clair. Proposez ici ou posez donc vos questions et exprimez vos requêtes. Vous pouvez poser à votre interlocuteur des questions, comme aussi vous pouvez lui formuler des demandes. Ça, c'est la partie du corps. La quatrième partie, c'est la formule de politesse ici en fin d'email qui a pour but de clore le message ou de clôturer ici le message. Elle est souvent courte et se termine par une virgule. Il est ici déconseillé de l'abréger car cela pourrait être interprété comme un manque de respect ou de professionnalisme. Donc, dans les emails professionnels, nous devons, lors de cette partie de formule de politesse, nous devons éviter de faire des abréviations, d'accord? Cinquième partie, c'est la signature. Cette signature, elle doit comporter votre nom et prénom, votre fonction, le nom de la société et vos coordonnées. Vos coordonnées, ça peut être d'autres adresses email ou votre numéro de téléphone, d'accord? Un exemple maintenant. Voici un exemple. Donc, l'email est adressé à Pierre et l'objet, donc, regardez, l'objet, c'est la proposition de service. Cher monsieur, il est en train ici de se présenter. Ça veut dire que c'est la première fois qu'il est en train de contacter le, le destinataire. Il s'est présenté, responsable de service marketing de l'entreprise CleanView, basée à Bordeaux. Je vous écris, donc, l'objectif, c'est quoi? Il est en train donc, je vous écris donc pour vous présenter notre organisation spécialisée dans l'entretien et le nettoyage des bureaux et des locaux donc professionnels. Nous fournissons donc non seulement des services d'entretien, d'accord? Il est ici en train de faire quoi? D'expliquer et de donner plus d'informations sur l'objectif de son email. Ensuite, ça serait un grand plaisir. Donc ici, il est en train de formuler sa demande et sa requête. Ensuite, je vous transmets, si je vois notre donc, brochure détaillant nos prestations et nos tarifs. D'accord? Vous pouvez donc nous envoyer un courrier ou appeler. Donc, il se met ici
à la disposition de son destinataire pour pour que ce destinataire, il puisse lui demander d'autres informations. Salutations donc ici distinguées et ici c'est Axel ici qui a envoyé l'email. Donc Axel donc il a mis le directeur marketing, l'entreprise et l'adresse de l'entreprise. Ça c'est l'email professionnel. C'est très important. Je répète une autre fois, c'est très important pour vous en tant qu'étudiant d'apprendre dès maintenant comment vous allez rédiger à l'avenir vos emails professionnels. On passe maintenant à la communication externe. La communication externe est l'ensemble d'actions de communication créant les opinions des partenaires, des clients et des prospects. L'entreprise ici, à travers cette communication externe, elle va offrir une image qui est positive, basée sur l'expérience, la compétence et l'innovation. Elle est un outil de construction de la notoriété de l'entreprise. Le plan de communication donne sens et cohérence à la multiplicité des actions de communication externe, les relations publiques, les relations médias, l'événementiel, le sponsoring, l'Internet, la promotion de vente, etc. Alors, cette communication externe, elle reflète quoi? Elle reflète le savoir-faire de l'entreprise, les valeurs de l'entreprise et l'engagement de l'entreprise. Chose qui est très importante, que vous devez savoir ça, que vous devez comprendre ça, c'est que cette communication externe, c'est un facteur ici de compétitivité face à la concurrence de plus en plus accrue. Plus j'ai une communication externe, efficace, saine, bien faite, bien réalisée, je peux l'utiliser comme un moyen de compétitivité. Cette communication externe, elle peut être ici à court ou moyen terme, donc elle vise à faire reconnaître ici l'entreprise avec ses besoins et les demandes ici des marchés ou de son environnement. Et elle peut aussi être, elle peut donc avoir un objectif, c'est le fait à long terme, donc elle participe euh, à la réussite ici de l'entreprise par les relations avec ses environnements, l'annonce des stratégies et faire connaître les projets et les progrès de l'entreprise. Donc, vous voyez ici l'importance de cette communication externe. On peut ici l'utiliser au court moyen terme, faire reconnaître l'entreprise, ses produits, ses services sur l'environnement où elle est en train d'opérer. Et c'est un moyen aussi que je peux utiliser à long terme. Je suis ici en train d'annoncer quelles sont les stratégies, quel est le progrès que mon entreprise elle a réalisé. Alors, on va parler de cette communication externe, on va, la question qui se pose quand on va utiliser cette communication externe, c'est tous les jours. Comment, donc ici, à l'aide de l'être humain, à l'aide du matériel, donc téléphone, ordinateur, bureau, l'immatériel, les logiciels, donc ici, de conception et les réseaux sociaux. Le pourquoi. Pourquoi je dois adopter en tant que manager la communication externe et je dois soigner cette communication externe, d'accord? C'est pour la fidélisation des clients, pour se démarquer de mes concurrents, pour maximiser la pérennité de l'entreprise, pour dépasser les enjeux financiers,
quoi? Donc, ce sont des opérations commerciales qui, donc, quels sont les acteurs ici concernés? Ce sont les clients, les fournisseurs et les particuliers, où je peux donc réaliser cette communication externe. On trouve par exemple le LinkedIn, l'Instagram ou le Twitter et donc la multiplicité d'autres réseaux sociaux. Les objectifs de cette communication externe, premièrement, faire informer, c'est faire connaître l'entreprise, la distinguer, créer et modifier, améliorer ici et défendre l'image de l'entreprise ou d'un produit. Aussi, on parle, l'objectif aussi, c'est de faire agir, influencer le comportement et inciter la cible à l'achat du produit ou service. À travers cette communication externe, la- on peut, je peux donc ici vous parler de la publicité. La publicité, le but, c'est d'inciter, d'influencer le comportement. Ceux qui sont en train d'étudier le marketing, ils connaissent comment ils vont attirer donc, le consommateur à travers les couleurs, à travers le son utilisé, à travers la musique, à travers le, le scénario de la publicité, d'accord? Ils peuvent savoir comment ils vont influencer l'acte d'achat chez le consommateur, ou c'est un consommateur qui est potentiel, d'accord? Ensuite, les formes ici de communication externe, on trouve la communication externe institutionnelle, qui regroupe ici l'ensemble des actions de communication qui ont par but, qui ont, pardon, ici pour but donc de développer la notoriété de l'entreprise, d'améliorer et d'entretenir son image. Elle est fondée ici sur la culture de l'entreprise, donc notamment sur les valeurs, les performances économiques, sociales ou écologiques. Deuxième type de communication externe, on trouve ici le marketing, le commercial et le produit. Donc, c'est le moteur de l'activité commerciale de l'entreprise qui on a besoin pour se faire connaître et donc se faire apprécier de sa cible. Elle vise la capitalisation d'une notoriété ou d'une image et répond aux objectifs marketing fixés par l'entreprise. Le but de cette communication externe, c'est de promouvoir un produit ou un service pour le vendre. Maintenant, on va parler un tout petit peu des problèmes qui peuvent surgir dans la communication en entreprise. Premièrement, l'incompréhension. C'est le fait d'avoir une connaissance erronée de son audience. Donc, qu'est-ce qu'il attend cet employé comme information? Je ne sais pas. Donc, mon employé, il ne va pas comprendre. Mauvais choix donc de mots et de méthodes de communication, information tronquée et altérée. Ça, c'est le premier problème. Et pour résoudre ce problème ici d'incompréhension, la solution, nous l'avons déjà appris ensemble, c'est que nous devons comprendre l'attente, le besoin de notre interlocuteur. Nous devons savoir choisir les mots avec lesquels donc nous allons expliquer, nous allons passer l'information. Nous allons choisir le bon moment et la, la meilleure situation, d'accord, pour que nous puissions transmettre ce message-là. Le manque de clarté. Il n'y a pas ici de transparence.
puisqu'il n'y a pas de transparence. Ça veut dire que on ne peut pas comprendre qu'est-ce qu'il veut réellement que nous réalisons. Qui vous garantit, en d'autres termes, que l'employé, il va comprendre réellement et il va réaliser le travail comme vous le vouliez? Question qui se pose. Le critère subjectif ici, l'absence de politique de communication commune. On trouve dans certaines entreprises, chacun, il va donc passer l'information d'un moyen donc bien déterminé, d'une façon bien déterminée. Donc, on ne trouve pas une politique de communication commune. Donc, ici, chaque individu, chaque groupe, il va choisir ses propres normes, ses propres manières de communiquer. Chose ici qui va causer plusieurs dysfonctionnements. Il n'y a pas une politique qui est en train ici euh, de nous mettre sur les mêmes longueurs d'onde. Lorsque je vais communiquer, par exemple, une décision, il y a une façon commune dans l'entreprise. Si je vais uniquement passer de l'information et faire reconnaître le progrès et les résultats réalisés par l'entreprise, je vais utiliser un moyen bien déterminé. Donc, il y a une politique. Et cette politique, elle émane de quoi? Elle émane de la stratégie de communication de toute l'entreprise. Quatrième donc ici problème, c'est le timing. En d'autres termes, le temps où je vais délivrer cette information, où je vais communiquer cette information. Cette information peut être délivrée trop tôt. De ce fait, on peut risquer d'oublier cette information carrément. Et ça, c'est très grave parce qu'on a besoin de cette information si on veut prendre une décision qui soit plus justifieuse. L'information, elle peut ici arriver trop tard par manque de communication. Donc, on a déjà pris la décision et nous avons déjà appliqué cette décision sur terrain. Donc, en d'autres termes, cette information ne vaut plus rien parce que déjà, l'action de la prise de décision, on l'a pris. Cinquième problème, c'est la quantité d'informations. Si ici, il n'y a pas trop d'informations, il n'y a pas assez d'informations, on aura la possibilité de faire des confusions et des erreurs, elle est grande. Par contre, ici, trop d'informations d'un seul coup, ici, elle va surcharger le destinataire et il va être submergé par plusieurs informations. Et ici, malgré que ici j'ai besoin, il y a une information qui est capitale, d'accord, qui est en train ici comment dirais-je, de se noyer dans des informations qui qui ne sont pas nécessaires, qui ne sont pas importantes. Donc ici, il faut trouver le juste équilibre. Non pas assez donc d'informations et pas trop d'informations. Il faut trouver le juste milieu. Tous ces problèmes de communication en entreprise, elles vont engendrer des conflits, des dysfonctionnements et elle va dégrader l'ambiance au travail. Je ne vais pas donc vous laisser uniquement avec les problèmes de communication en entreprise, mais et je vais donc vous donner quelques solutions pour résoudre ces problèmes. Les solutions. La première solution, c'est le fait de partager la même méthode de communication en entreprise. Donc, si on veut partager une information d'un type bien déterminé, on a une méthode qui est reconnue par tout le monde. Ça, c'est la première chose.
Deuxième solution, c'est transmettre la bonne information au bon moment. Ni trop tôt, ni trop tard. Établir ici une trace écrite si nécessaire, si l'information elle est capitale, si l'information elle est nécessaire, si l'information elle peut causer réellement un dysfonctionnement. Ou par exemple, si on a un changement de poste sur une machine bien déterminée et que cette information elle est essentielle et elle est importante, on peut l'écrire, laisser une note à la deuxième personne qui va peut-être nous remplacer. Comme ça, on n'aura pas des, des problèmes dans le fonctionnement du processus. Donc, la deuxième personne, elle va prendre en considération cette nouvelle information que vous avez écrite. Quatrième solution, c'est pratiquer l'écoute active. Et nous avons déjà mentionné l'importance et compris l'importance de l'écoute active lorsque nous sommes en train de communiquer. Écouter activement, ça veut dire que je suis en train de me focaliser sur le verbal, sur le non-verbal de mon émetteur. Je suis en train de comprendre ici ses émotions, de comprendre la situation. Je suis en train pour que ensuite je vais faire quoi? Je vais formuler un feedback. Choisir ces mots donc avec discernement, ça veut dire ici vous devez soigner votre communication verbale. Le choix des mots, c'est important pour euh, maximiser les chances que votre communication en entreprise, elle soit efficace. Sixième solution, c'est s'assurer que l'information elle est claire pour son interlocuteur. Donc ici, je vous demande en tant que manager de demander, ou en tant que leader ou cadre, de demander un feedback après avoir donc passé l'information à votre subordonné ou à votre collaborateur. Demandez un feedback. Le feedback, il est capital dans l'entreprise et tout, dans tout processus de communication. Septième ici solution, c'est rester concis, bref et efficace. Ça veut dire, vous allez bloquer toute interprétation, toute mauvaise interprétation et toute interprétation euh, pour votre interlocuteur. Soyez clair, précis. Qu'est-ce que vous voulez exactement? Qu'est-ce qui s'est passé exactement, précisément? Je vais donc ici vous poser une question. Donc, avant de clôturer cette partie, et que j'aimerais très bien écouter vos réponses lors de la séance de panel de discussion. Donc ici, est-ce que la communication interne et externe sont dépendantes et pourquoi? Ça, alors cette première partie de ce cinquième chapitre nous a permis ensemble de comprendre l'importance de la communication au sein de l'entreprise. Je répète une autre fois, tout ce que nous avons appris dans les chapitres précédents, on aura besoin lorsque nous allons travailler en entreprise. Sur cela, donc, j'espère écouter donc vos feedbacks sur euh, cette, euh, cette partie-là et je vous retrouve donc, Inch'Allah, dans la séance de panel de discussion. Merci pour